Pourquoi faire une thèse? Je vous explique mon activité de thésarde. Vous savez que je dois remettre ma tête en juin. Et juin, c'est même pas dans 3 mois, c'est demain. Une thèse sur quoi? Sur rien. Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, Bonjour, vous écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Marianne Le Gagneur et Jeanne Perrier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Juan Garcia, doctorant en sociologie en 4e année. Juan étudie les différentes formes de socialisation qui structurent l'expérience des doctorants et doctorantes. Pourquoi se lance-t-on dans une thèse? Et qu'est-ce que cela signifie? Au micro de Thésard, nous avons parlé des différents parcours doctoraux et de leur diversité, à la croisée de la sociologie des sciences et de celle de l'enseignement supérieur. Nous avons aussi parlé de ce que ça signifie de choisir les doctorants et doctorantes comme objet de thèse en étant soi-même doctorant et de l'impact du confinement et des problématiques liées au non-financement d'une thèse. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Juan Garcia, je suis doctorant en sociologie à l'Université de Paris, au laboratoire CERLIS, et je fais une thèse en sociologie sur les parcours, les régimes temporels et les socialisations des doctorants et doctorantes en région parisienne. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu es arrivé à ce sujet de thèse? Alors, c'est un sujet. Alors, j'ai commencé à travailler sur les doctorants et doctorantes quand je faisais mon master. Je me suis intéressé rapidement depuis la licence à la sociologie des sciences, à la sociologie des chercheurs, la sociologie un peu, voilà, de cette activité un peu d'une profession aussi. C'est une profession, celle de faire la recherche. Mais aussi, ça m'intéressait la question de comment on devient un doctorant, comment on devient un chercheur. Et donc, mon master, je l'ai fait un peu sur cette question, mais j'ai juste travaillé sur les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Et pour le doctorat, j'ai élargi ça aussi aux autres sciences, aux sciences expérimentales, aux sciences naturelles. Tu as des premières pistes de pourquoi on se retrouve dans cette situation bizarre alors de faire une thèse? C'est un peu une grande question de ma thèse. Pour essayer de la travailler, donc j'essayais aussi de m'intéresser au parcours donc, des doctorants et doctorantes. Quand j'ai essayé de faire on va dire, la revue littéraire, la bibliographie de mon mémoire et de ma thèse, j'ai rapidement vu que quand on faisait la sociologie de l'éducation, on s'intéressait beaucoup aux étudiants et aux étudiantes jusqu'au master, et quand ils commençaient un doctorat, il n'y avait pas beaucoup de travaux sur l'expérience, on va dire, de ceux qui font une thèse. Et du côté de ceux qui font la sociologie des sciences, ceux qui font la sociologie des institutions scientifiques, on s'intéresse plutôt aux chercheurs. C'est-à-dire, une fois qu'on a déjà fait notre thèse et qu'on est docteur et qu'on a commencé une vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Mais j'aimerais savoir du coup, essayer de relier ces 3 dimensions, ces 3 niveaux, et de retracer la trajectoire. On voit qu'il y a une relation spéciale avec le savoir, avec la connaissance. Il y a aussi des caractéristiques qui reviennent souvent, comme la curiosité. On trouve souvent, chez ces personnes que j'ai interviewées, beaucoup de questions continuelles et une certaine capacité, une certaine... je ne sais pas si c'est une disposition, une prédisposition. Je pense que ça fait partie aussi de l'ambiance dans laquelle on a grandi, dans laquelle on s'est formé. Une capacité à se poser ces questions-là et être à l'aise avec le fait d'avoir et se poser des questions. C'est pas non plus un travail qui soit aussi courant, celui d'être confronté à tout le temps et se poser des questions et se poser des questions continuellement. Et c'est presque l'une des choses qu'un doctorant ou qu'un chercheur il fait tout le temps, c'est se poser des questions. Bien sûr, ça, on le fait ailleurs, mais pas de la même manière que quand on le fait dans la recherche, on va dire, académique ou universitaire. Donc, tu le disais, c'est à la fois faire une thèse, c'est un travail, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu particulier à ce moment-là parce que quelque part, on est encore étudiant. Est-ce que c'est ça aussi qui t'intéressait dans cet objet, ce côté entre-deux un peu?
Cette question de statut, c'est assez intéressant. Ça, je l'ai vu aussi dans mes entretiens, mais quand on lit un peu sur l'expérience du doctorat, on voit qu'il y a ce vide concernant le statut. Qu'est-ce qu'un doctorant ou une doctorante est? Est-ce que c'est vraiment un chercheur? Parce que voilà, normalement, la définition du doctorat, c'est formation à la recherche par la recherche. Donc, au laboratoire, on est considéré en général comme des chercheurs. Voilà, on est des collègues des chercheurs confirmés normalement. Mais on sait aussi que dans la pratique, ça ne se passe pas de cette manière-là, même si, bon, selon les laboratoires et selon le contexte, on peut tisser des liens et avoir des rapports assez, on va dire, horizontaux avec les chercheurs professionnels confirmés. Voilà, mais ça pose des questions. Mais en même temps, voilà, à l'université, d'un point de vue statutaire, on est aussi étudiant, on a une carte étudiante, une inscription universitaire à faire. Voilà, il y a toute cette procédure aussi qui nous met aussi dans une logique d'étudiant. On est étudiant et on a un peu des comptes à rendre aussi, on a des séminaires et on a... Donc, cet entre-deux, il pose beaucoup de questions. Et ça crée aussi un vide dans la définition ou le sens qu'on peut donner à notre activité. Dans le sens où, bon, si ce n'est pas un statut professionnel, mais ce n'est pas non plus un statut purement étudiant, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est des questions qui reviennent souvent. Et parfois, on les répond avec d'autres activités. C'est-à-dire, on peut tomber sur des doctorants qui ils trouvent dans l'enseignement, par exemple, ou les projets associatifs, ou les projets voilà, de cette sorte, des réponses à leur statut. C'est, voilà, je suis doctorant, mais je fais ça, et c'est un peu comme ça qu'ils définissent leur activité et leur statut. Ça, je l'ai un peu remarqué. Et il y a des travaux qui vont dans ce sens-là, qui prennent l'exemple de l'expérience pédagogique comme une activité qui donne beaucoup d'essence aux doctorants. Parfois même, c'est l'un des moments où on trouve, c'est un peu violent de dire, mais qu'on sert à quelque chose ou qu'on a une utilité ou qu'on voit concrètement qu'est-ce qu'on fait. C'est par exemple quand on donne des cours à la fac, par exemple. Donc, tu disais que tu t'intéressais aux doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales et aussi aux doctorants des sciences plus expérimentales. Ici, dans ce podcast, on a décidé de s'intéresser plus particulièrement aux doctorants de sciences humaines et sociales parce qu'il y avait une hypothèse derrière qu'il y avait des conditions particulières de la thèse, notamment plus de thèses non financées. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu retrouves dans tes recherches? Ça a été une question assez compliquée. Elle m'a pris presque 2 ou 3 ans de mon doctorat à essayer de stabiliser mon choix des disciplines, on va dire l'échantillon. D'un côté, il y avait cette réflexion, c'est-à-dire se dire, bon, est-ce qu'on peut vraiment trouver des éléments de comparaison entre l'expérience doctorale et les parcours d'une doctorante ou d'un doctorant en chimie et d'un doctorant ou une doctorante en sociologie? Donc, ça a été une question qui m'a pris beaucoup de temps. Une des réponses que j'essayais de donner, en tout cas l'une des manières qui m'ont permis de me dire qu'il y avait la possibilité d'établir des comparaisons, c'était en me disant que même s'il y a des différences qui relèvent voilà, de la discipline, que ce n'est pas du tout les mêmes objets, les mêmes outils, les mêmes matériaux, il y a aussi des éléments communs, notamment la pratique de la recherche, c'est-à-dire un doctorant en chimie, il doit lire aussi, il se pose des questions, il doit gérer son temps, il doit faire face à l'incertain, il doit produire des données, il doit faire quelque chose de ces données-là, il doit recouper ces données, il doit faire des lectures, il doit recouper ces lectures aux résultats qu'il a obtenus, il doit produire quelque chose avec ça, il a des rapports avec ses collègues, il a des rapports avec son directeur d'études, etc. Et en face, on trouve chez un doctorant en sociologie, par exemple, ces éléments-là également. Après, il y a des différences assez grandes. Par exemple, effectivement, c'est très difficile de trouver un doctorant en sciences naturelles, chimie, physique. C'est difficile de tomber sur un doctorant qui ne soit pas financé. Presque impossible. C'est-à-dire quand on a un doctorant en chimie pour qui une expérience, une manipulation va coûter des milliers d'euros, ça implique du coup toute une infrastructure, une institutionnalité derrière qui est là pour soutenir ça. Et du coup, voilà des financements. Alors qu'en face, un doctorant en anthropologie ou en sociologie, on peut trouver plus facilement un doctorant en sociologie qui ne soit pas financé. Les statistiques sont assez difficiles c'est pas très clair sont pas clairs sur la question, mais on sait qu'il y a au moins 30 ou 40% des doctorants en sciences humaines et sociales qui n'ont pas de financement.
Mais on sait qu'il y a au moins, on va dire, un tiers ou peut-être voilà, minimum un tiers ou moins d'un tiers qui ne sont pas financés. Donc, effectivement, c'est une réalité différente. Ça implique des différences dans l'expérience doctorale. Même si je n'ai pas beaucoup interviewé les doctorants non financés, avec les quelques entretiens non financés que j'ai eus en sciences humaines et sociales, notamment en sociologie et en anthropologie, on voit qu'il y a des différences. Un bien et un mal, c'est-à-dire il y a des choses intéressantes aussi du fait de ne pas être financé, parce que ça rend aussi compte de la personne et de son parcours. Souvent, c'est juste une question de parcours. On voit tout de suite que le parcours de la personne, c'est vrai, ça ne colle pas trop avec les attendus qu'on aurait dans certains laboratoires, de ce qu'on attend d'un doctorant qui devrait être financé. Voilà, c'est assez intéressant sur ces aspects-là aussi. Ce que tu veux dire, c'est qu'il va y avoir plus de parcours biographique, par exemple, où la personne va, je ne sais pas, prendre du temps pour travailler et ensuite se diriger vers la thèse dans un second temps pour des gens non financés, c'est ça, dans les trajectoires ou... On peut parler d'une voie royale. Il y a un article qui est apparu dans la revue Sociologos qui parle de ça, de la voie royale des doctorants, dont c'est prépa, grande école, en général une école comme, on va dire, l'ENS, et ensuite financement, et donc du coup, ils sont financés. La question du financement, c'est même plus une question dans ces cadres-là, c'est plutôt trouver un bon directeur, trouver un bon sujet de thèse, trouver la motivation et un projet qui donne envie d'y rester, voilà, de travailler dessus pendant 4 ou 5 ans. Alors qu'il y a d'autres parcours de trajectoire où la question du financement se pose d'une manière très différente. Et on peut trouver des doctorants pour qui la question du financement, c'est... Alors, soit elle n'est pas importante du tout, ils se disent, peu importe si je suis financé ou pas, j'ai fait ma thèse. Mais quand on regarde le parcours de la personne, on voit, ça rend compte des choses. Il y a aussi d'autres considérations, des ressources. Par exemple, il y a des doctorants pour qui les seuls faits de faire une thèse non financée, c'est une question de la possibilité de le faire. Il y a des doctorants pour qui, sans financement, ça aurait été impossible de le faire. On peut tomber sur des doctorants ou doctorantes pour qui la question du financement, ce n'est pas une question purement économique ou financière, mais c'est aussi une question de légitimité. Non seulement du point de vue de l'institution qui finance, c'est-à-dire je suis doctorant financé, ça veut dire que mon travail a une certaine légitimité d'un point de vue disciplinaire, d'un point de vue du laboratoire, mais aussi du point de vue, par exemple, de la famille. Quand on vient d'une famille où tout le monde à 25, 26 ans a déjà un salaire, que tout le monde a déjà commencé une vie, que ses parents, ils attendent beaucoup de la personne, la question du financement, c'est une manière de légitimité auprès de son entourage, son travail et son rôle. Et le seul fait, c'est dire je vais travailler gratuitement, c'est juste pas possible par rapport à ma famille ou par rapport aux attentes de mon entourage. Voilà, c'est des dimensions très différentes qui rendent la question du financement assez intéressant mais en même temps compliquée. La question est beaucoup plus complexe que être bon ou pas bon. Étant donné qu'il n'y a pas assez de ressources et qu'il y a très peu de financement, il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en jeu, qui nous échappent, qui sont difficiles à contrôler et qui du coup, ils ne rendent pas compte de la qualité de la personne qu'on finance. Il y a eu une fois, alors je venais de rentrer en thèse, c'était au mois de novembre, et j'ai reçu un mail de l'université qui disait ah oui, il y a les bourses pour les bourses à la mobilité internationale qui viennent d'être ouvertes. Si vous voulez candidater, il faut que vous envoyiez un dossier, voilà. Mais quand j'ai voulu faire la démarche, j'ai reçu un mail me disant non, en fait, c'est seulement les doctorants qui sont financés par l'université qui ont accès à ces financements-là. Il y a des raisons administratives qui expliquaient cette discrimination et des raisons qu'on peut plus ou moins comprendre, mais dans les faits, c'est déjà, on commence à créer des inégalités qui à la base sont déjà présentes parce qu'il y a des doctorants qui sont financés, des doctorants qui ne sont pas financés. Mais en plus de ça, on commence à reproduire et à renforcer ces inégalités, à les creuser. C'est-à-dire qu'au bout des 5 ans, il y a des doctorants qui ont bénéficié non seulement d'un financement, on va dire, d'un contrat de recherche, mais en plus, ils ont bénéficié des bourses, la mobilité, des choses auxquelles ils ont eu accès parce qu'ils sont financés par l'université ou l'institution qui les finance. Et en face, il y a eu des autres doctorants qui n'ont pas eu accès à ça parce qu'au début de leur parcours, ils n'ont pas eu ce premier financement qui donnait la possibilité d'avoir accès aux autres bénéfices. Et tu parlais tout à l'heure des temporalités particulières du doctorat. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette dimension-là ?
Au début, je n'avais pas pensé à ça. Quand j'ai commencé à faire mes entretiens au début, mes entretiens exploratoires, que j'ai commencé ce travail, on va dire, de définition des grandes questions sur lesquelles j'allais travailler dans mon doctorat, les temporalités, ce n'était pas une question auquel j'ai beaucoup pensé. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser en détail à la question de la socialisation des doctorants, c'est-à-dire, voilà, par où ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont appris, quelles sont les caractéristiques, les pratiques qui font partie de leur quotidien et que du coup, ça rend compte aussi d'une façon de vivre et qui sont plus ou moins, qui ont une correspondance plus ou moins forte avec le quotidien des doctorants. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait au moins un paramètre qui rentrait là et qui était la question du temps. La gestion du temps, entre guillemets, la bonne gestion du temps, être capable de faire face au vide qui implique l'effet de rentrer dans une thèse où on passe, par exemple, pour ceux qui ont fini un master et qui passent tout de suite à un doctorat, c'est passer d'un cadre où il y a beaucoup plus c'est pas, quand on a un master, on a des contraintes temporelles fixées de l'extérieur, on a des comptes à rendre à différents professeurs, on a des dossiers à rendre, on a des examens, etc. On passe de ça au doctorat où il y a des contraintes temporelles, bien sûr, mais elles se font sur le moyen et le long terme. On sait qu'on est dans une thèse, donc c'est un projet qui s'est fait en 3, 4, 5 ans, qu'à la fin, il faudra produire un manuscrit, mais le seul fait, c'est dire qu'on a 3 ou 4 ans devant soi pour produire quelque chose, c'est déjà quelque chose qui peut, pour certains, être très intéressant, mais pour d'autres, ça peut être terrifiant. Mais aussi la gestion du quotidien. Étant donné qu'il n'y a plus vraiment un cadre qui va structurer les temps, que c'est au doctorant ou à la doctorante tout seul de organiser, de structurer son temps, bah là, on voit que selon les ressources qu'on a, selon la formation qu'on a eue, le parcours qu'on a eu, bah, on va faire face à cette question-là, à cette situation-là de manière différente. Mais aussi, on voit que selon l'institution ou les laboratoires dans lesquels on travaille, cette question-là, elle est plus ou moins abordée de manière explicite. C'est-à-dire, il y a des laboratoires, mais ça, c'est par exemple en sciences sociales, on ne trouve pas ça. Mais certains laboratoires en sciences expérimentales, la question de la gestion du temps, elle est réglée presque dans le contrat du doctorat, quand les doctorants ils signent son contrat doctoral et qu'il est financé et tout ça, il y a déjà une réglementation, il y a déjà une structuration du temps. Il aura moins de questions à se poser que par exemple un doctorat en sociologie, même s'il est financé, c'est rare de trouver un laboratoire qui fixe au préalable comment les doctorants doivent employer ses heures, comment il doit travailler, quelles sont les choses qu'il doit faire ou pas. Voilà. Donc ça change beaucoup l'expérience doctorale et la façon dont on fait face à cette question du temps, elle varie beaucoup selon les parcours et la forme et la composition des éléments de ces parcours-là. Et dans mes entretiens d'ailleurs, on voit il y a des doctorants qui ont des techniques et des capacités pour s'approprier du temps et pour l'exploiter qui sont incroyables. De maîtrise et de comptabilisation du temps m'a fait presque peur. Quand je suis arrivé en Colombie de la France, moi j'étais jeune, j'avais 18 ans, je n'avais pas un agenda et je me rappelle qu'un premier signe pour moi de socialisation à la française, mais aussi socialisation au travail, à la vie universitaire, c'était j'ai acheté un agenda. Et c'est un processus dont on ne se rend pas compte, mais qu'après, quand on commence à faire ce travail de réflexivité, on se rend compte que, évidemment, je n'ai pas la même socialisation et le même parcours que les doctorants qui est capable de me dire avec précision combien d'heures il a dédié à rédiger sa thèse et à faire des lectures au mois dernier. Et tu disais tout à l'heure que donc, ta méthode centrale, c'est celle des entretiens. Il y a d'autres méthodologies que tu vas employer pour cette thèse ? Oui, alors il y a une grande partie, c'est les entretiens. Donc j'essaie de faire une dizaine d'entretiens sur 4 disciplines différentes, sociologie, économie, mathématiques et chimie. Et dans la chimie, il y a une certaine élasticité, chimie physique, ceux qui font chimie physique, chimie biologie. Mais voilà, essayer d'avoir un peu ceux qui font de la recherche, on va dire, dans un laboratoire où il n'y a pas de manipulations à faire, mais des lectures, des entretiens et du terrain. Ceux qui travaillent dans un labo avec des manipulations et ceux qui sont plutôt dans une logique plus formelle comme les maths. Et essayer de voir comment ça se passe pour chacun d'eux. En plus des entretiens, je voulais aussi, pour donner justement une ampleur
plus marqué au résultat que j'allais obtenir, on s'est dit que ça pourrait être bien aussi de faire une enquête quanti. Donc, faire un questionnaire quantitatif qui est en train d'être construit actuellement et qui essaye de s'intéresser de manière plus globale aux doctorants, mais basé sur les résultats et sur on va dire, les intuitions et les pistes que j'ai pu trouver pendant les entretiens qualitatifs. Et là, j'ai déjà fait une première étape de cette enquête quanti qui était un peu pas prévue. C'était grâce au confinement. La question du temps, en fait, c'était, je me suis dit, avec l'Université de Paris, on a fait un projet pour enquêter sur les conditions des thèses, les conditions de réalisation de la thèse pendant les confinements. Essayer de voir de quelle manière le confinement il a impacté le déroulement du doctorat. Et là, sur ça, on a fait une enquête quantitative. Et sur cette question-là de comment le confinement a impacté la thèse, donc évidemment, ça n'a pas encore les résultats, mais c'était quoi les hypothèses au départ derrière cette enquête? Une première question qu'on s'est posée, c'est parce que là, on a fait un partenariat du coup avec l'Université de Paris. Donc, c'était une chance incroyable de pouvoir faire ça parce que j'ai eu accès à 3000 doctorants et doctorantes dans toutes les disciplines de l'Université de Paris. Et j'ai eu presque 33 ou 35% des répondances. J'ai eu presque 1100, à peu près 1100 répondants. Donc, j'ai eu un échantillon assez suffisamment large et riche qui va me permettre de faire des analyses quantitatives. Et donc, l'une des hypothèses était, peut-être que l'impact du confinement chez les doctorants, il a été très mauvais, c'est un impact négatif sur les doctorants. Pour certains doctorants et dans certaines conditions, il a pu aussi être intéressant et apporter des choses, on va dire, plus positives. C'est-à-dire que l'expérience du confinement n'a pas été la même du point de vue des conditions de réalisation de la thèse selon la situation dans laquelle se trouve un doctorat. Par exemple, ceux qui étaient en train de faire la rédaction de la thèse, ils ont été plutôt bénéficiés par le confinement dans le sens où ils ont pu avoir vraiment du temps pour consacrer à la rédaction. C'est une période de la thèse où on a besoin de temps et de tranquillité, de sérénité, de concentration. Mais on voit aussi tout de suite que les conditions, on va dire, matérielles de vie, ils ont un impact aussi et le confinement n'est pas vécu de la même manière selon que, par exemple, on a des enfants ou pas, qu'on habite en couple ou qu'on habite tout seul avec ses parents. Et là, on voit qu'il y a des différences et que le confinement, il a eu un impact différencié selon ces éléments-là. Alors là, c'est vraiment des résultats préliminaires. Il faut que je vérifie tout ça. Mais je vois par exemple que oui, il y a une question qu'on pose aux doctorants, c'est le partage du temps entre le temps dédié au travail et le temps dédié aux autres dimensions de la vie quotidienne. Il a été positivement impacté ou négativement impacté. On voit tout de suite que c'est plutôt les doctorantes femmes qui vont répondre qu'il est négativement impacté. Et on voit par exemple, on a la question de la partition des tâches, la réorganisation des tâches ménagères et tout ça, qui a eu un travail à faire et qu'on voit qu'il y a quand même une question on peut dire, de genre sur la façon dont le confinement a été vécu. Aussi sur les différentes étapes, il y a des doctorants, par exemple, qui ont été bénéficiés pour faire la bibliographie. Donc, du point de vue de la bibliographie, l'impact a été positif parce qu'ils ont eu du temps pour lire. Mais par exemple, pour les doctorants en chimie qui doivent faire des manipulations et qui se sont retrouvés chez eux avec des manipulations à faire dans un labo qui était fermé, du coup, l'impact était négatif. Les confinements, n'a pas été vécu de la même manière pour tous. Est-ce qu'il y a des résultats qui t'ont surpris ou avec lesquels que tu as eu du mal à interpréter ou au contraire qui ont vraiment validé tes hypothèses de départ? Oui, alors là, j'ai un résultat c'était avant-hier, je suis tombé sur ces résultats, j'ai croisé deux variables. Il y a une question, c'est une question, un peu d'opinion, une question trop vague, trop générale, mais qui rend compte un peu de la situation du doctorant d'un point de vue émotionnel face à sa thèse. Donc la question était, actuellement, vos sentiments envers votre thèse sont plutôt négatifs, plutôt positifs, plutôt très négatifs. Voilà, c'était une question comme ça. C'est pour savoir si le rapport qu'on avait à ce moment-là, quand l'enquête a été faite, c'était entre le mois de juin et le mois d'août. C'était juste à la fin du confinement. Est-ce que vos sentiments sont négatifs ou positifs par rapport à votre thèse?
mon hypothèse était que les doctorants qui sont non financés ou qui avaient un travail à côté en plus de la thèse parce qu'ils n'ont pas de financement dédié à la thèse, mon hypothèse était que c'était eux qui qui allaient avoir les sentiments les plus négatifs envers leur thèse. Parce que je me suis dit, bon, voilà, ils ont pas de financement, du coup, ils ont dû faire plein de choses à côté, il y a beaucoup d'incertains, et en plus, ils avaient de la thèse à faire, donc ça devait être pas facile. Et là, pour l'instant, les résultats que l'enquête me donne, quand je croise la variable financement du docteur, donc financé, pas financé, et rapport à la thèse en termes des émotions, je trouve plutôt que c'est les doctorants non financés qui ont tendance à avoir plus de sentiments positifs que les doctorants financés qui ont tendance plutôt à avoir des sentiments plutôt négatifs envers leur thèse. Peut-être le fait d'avoir d'autres choses à faire, ça leur permet de s'échanger les idées, de faire plusieurs choses en même temps. Donc, ils ne sont pas tout le temps en train de penser à la même chose. Et du coup, on a moins de temps aussi de primer ou de... Voilà, je sais pas, c'est un peu une hypothèse. Je me dis, le fait d'avoir une vie partagée en plusieurs dimensions et plusieurs activités peut favoriser le fait qu'il y ait une motivation plus constante que quand on est tout le temps en train de faire la même chose et on est censé faire que ça tout le temps et qu'on est financé pour faire ça tout le temps. Mais bon, là, c'est vraiment une hypothèse qui me vient comme ça, mais que pour l'instant, j'ai aucune manière de la prouver parce qu'il faut que je vois vraiment si c'est ça ou si c'est autre chose, ou peut-être que je n'aurai pas des réponses à cette question. Mais en tout cas, voilà, c'est un résultat un peu inattendu. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu en es, toi, dans ta thèse, au niveau temporel, mais aussi au niveau des financements? Au niveau temporel, je commence là en octobre, j'ai commencé ma 4e année de doctorat. Et en termes de situation de la thèse, donc, j'étais censé finir le terrain, donc faire l'enquête quantitative, finir les entretiens dans la 3e année pour dédier la 4e année aux analyses, à la rédaction et tout ça. Mais avec le confinement, voilà, ça a chamboulé, ça a bouleversé mon terrain, ça m'a un peu changé les plans. Donc là, cette 4e année, je vais la dédier vraiment au terrain. Et pour enfin commencer les analyses en profondeur et commencer à rédiger. En termes de financement, donc officiellement, je suis un doctorant non financé et je suis un doctorant étranger non financé. Le fait de me dire que faire une thèse impliquait aussi trouver un financement, pour moi, c'est une question qui est venue à la fin de au début de la 2e année du master. Avant ça, je ne me suis jamais posé la question. Je me suis dit dès le début de mon parcours que pour moi, le doctorat était juste la continuité de ma formation et que pour moi, la fin de ma formation allait être une fois que j'aurais eu ma thèse. Peut-être aussi parce que de la famille dans laquelle j'ai grandi, la question du financement, ce n'était pas non plus une question très importante. Donc, on ne m'a jamais vraiment fait sentir qu'il y avait une légitimité derrière ce financement ou qu'il fallait justifier mon activité de doctorant par le financement de ma thèse. Mais en même temps, comme je ne connaissais pas non plus du milieu, je ne connaissais pas aussi bien cette question du point de vue de l'organisation académique, donc on va dire par exemple l'organisation au sein d'un laboratoire, au sein des institutions qui financent, je n'étais pas très conscient du fait qu'il y a quand même des légitimités et qu'il y a des questions qu'on se pose face au fait qu'on soit financé ou pas. Donc, tu nous expliques que tu n'as pas été financé, mais du coup, comment tu as fait? J'avais des économies, j'avais les soutiens de ma famille aussi à ce moment-là, même aujourd'hui. Et j'avais aussi un petit boulot étudiant qui était très intéressant, qui est dans un grand théâtre parisien, à l'Opéra de Paris. Alors, c'était aussi les soirs, donc je pouvais travailler toute la journée la thèse ou mon mémoire. Le soir, j'allais travailler à l'opéra. Cette coupure m'a beaucoup permis de m'échanger les idées et de me dire que finalement, ça m'a apporté d'avoir une activité supplémentaire à mon activité principale, qui est celle de faire de la recherche et des doctorants. Après, comment j'allais articuler et structurer mon quotidien le matin et l'après-midi avant d'aller à l'opéra dans ma thèse, ça a été difficile. Et j'ai passé beaucoup de journées où j'ai presque rien fait de la journée. Et la seule chose qui donnait sens à ma vie était le soir quand j'allais travailler à l'opéra. Et c'est un peu grâce à ce travail, entre guillemets, à ces jobs étudiants ou jobs alimentaires, que j'ai donné sens à ma vie pendant plusieurs mois et plusieurs semaines. J'ai passé plusieurs mois. Après, bien sûr, c'est des périodes. Et après, j'ai appris aussi à m'organiser et à faire face
à la question de la procrastination, par exemple, qui est une question, mais je pense qu'on pourrait faire une thèse sur cette question parce que c'est une question très intéressante et, et en même temps très douloureuse. Est-ce que tu peux nous parler un peu des difficultés que tu as pu avoir à accéder en fait à ce public de doctorants qui est assez particulier? Est-ce que tu notes des particularités dans la manière de faire de ton terrain? Alors, globalement, j'ai l'impression que c'est plutôt facile de trouver des doctorants. Bon, je suis dans le milieu, donc je sais où aller, je sais par où il faut passer. On trouve les adresses mail facilement. Et quand je présente mon sujet de thèse, en général, les gens, les doctorants et doctorantes sont plutôt intéressés et ils souhaitent participer. Par contre, je trouve, alors, mais c'est peut-être quelque chose qui est assez récurrent, je trouve que c'est plus facile de trouver des doctorantes femmes qui ont envie de participer à mon enquête que des doctorants hommes, donc doctorants garçons. Mais je ne sais pas si c'est que ça leur donne pas envie de parler ou si c'est juste qu'ils ne sont pas intéressés par mon sujet ou qu'ils se disent mais de quoi je veux parler pendant 1h30 avec quelqu'un. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'est presque systématique. J'ai plus facilement des réponses de la part des doctorantes femmes, même pour me dire non, je ne peux pas ou je n'ai pas le temps, que des doctorants garçons. Mais surtout, là, les plus difficiles a été de trouver des doctorants non financés, garçons, qui soient prêts à parler. Là, j'ai galère un peu plus. Alors, c'est peut-être aussi à cause des choix que j'ai fait en termes de laboratoire sur lesquels j'essaie d'enquêter. Et comment tu gères justement le fait d'être toi-même doctorant et de devoir faire du terrain auprès de doctorants? Comment tu gères cette question de ta positionnalité dans ta thèse? C'est vrai que c'est une question à laquelle j'ai dû travailler et sur laquelle il va falloir travailler. Il y a un travail de réflexivité à faire sur le fait de me dire je suis doctorant et j'enquête sur les doctorants et doctorantes, mais ça facilite aussi l'entrée parce que ça permet aussi les discussions, on va dire, d'égal à égal. C'est les doctorants qui parlent avec un doctorant et ça permet aussi, ça facilite la communication. Et aussi, parfois, c'est un peu intéressant, mais parfois difficile, c'est quand je me trouve à faire des entretiens avec des gens qui maîtrisent la technique des entretiens. C'est, par exemple, interviewer des doctorants en sociologie ou en anthropologie ou même en économie qui sont beaucoup plus, qui connaissent un peu mieux comment ça fonctionne et qui voient derrière mes questions des hypothèses que j'ai. Mais en même temps, ça a été intéressant parce qu'au début, quand j'ai commencé à enquêter, c'était un peu ça ma crainte. C'était, mais comment je vais enquêter? Ils vont commencer à savoir quelles sont mes hypothèses. Est-ce que ça a biaisé mon, voilà. C'était un peu des questions peut-être un peu naïves, mais qui m'est posé de soucis. Mais finalement, je me suis rendu compte que le fait d'interviewer des gens aussi qui maîtrisent la technique de l'entretien et qui savent très bien comment la logique, quelles sont les logiques sur lesquelles on réfléchit en sociologie, ça a permis aussi d'avoir accès à des informations très intéressantes que peut-être je n'aurais pas eu si la personne n'était pas vraiment consciente du fait que c'est un entretien sociologique. Donc, finalement, je me dis que même si parfois c'est assez difficile, et ça m'est déjà arrivé, par exemple, de tomber sur les doctorants qui commencent à me poser des questions pendant l'entretien sur moi, ma méthode, mais pourquoi tant de questions? Tu penses pas que tu pourrais, cette question, tu penses pas que tu pourrais la recouper à cette autre? Voilà, mais je me suis déjà trouvé dans des situations où on me donne des conseils sur comment faire mon enquête alors que je suis en train d'enquêter. C'est des situations un peu désagréables. Mais en même temps, c'est assez intéressant et c'est aussi ça va constituer aussi l'ensemble des données. Ça fait partie des données que je vais exploiter. C'est déjà intéressant de me retrouver face à un doctorant, une doctorante qui m'explique comment faire un bon entretien, par exemple. Notamment un doctorant qui m'avait dit si tu as en tête les questions et si tu sais bien ce que tu cherches, 1 heure suffit d'entretien. 1h30, 2 heures d'entretien, c'est trop, ça ne sert à rien. C'était un peu une réflexion assez honnête de sa façon de travailler à lui. Mais bien sûr, ça m'a un peu mis mal à l'aise parce que ça faisait presque 1 heure et demie qu'on parlait. Du coup, j'ai passé par c'est lui qui ne savait pas trop ce qu'il cherchait. Mais bon, c'est juste que mes entretiens sont construits beaucoup sur le récit et sur le parcours de vie. Donc forcément, il y a cette capacité aussi des personnes que j'entretiens à comprendre parfois mieux que moi la question que je pose. Parfois, ils ont mieux compris que moi la question. Ils m'ont donné des pistes de réflexion que j'ai pu après travailler pour d'autres entretiens.
Et toi, quelle image tu avais de la thèse avant d'en faire une? Et est-ce que si tu pouvais changer quelque chose dans ton expérience de la thèse, tu changerais quelque chose? Dès que je commençais la licence en sciences sociales, je savais que l'idée de faire une thèse était vraiment, pour moi, une idée qui était assez présente. Mais en même temps, je ne me suis jamais vraiment intéressé à l'expérience de la thèse, à ce que c'est vraiment faire une thèse. Avant de rentrer dans la thèse, pour moi, c'était un moment dédié à la pensée calme et sereine, et dans un milieu très stimulant intellectuellement, où il y avait une grande intensité aussi intellectuelle et dans laquelle on était immergé. Et concernant les choses que je me dirais à moi-même si je commence ma thèse, bah, la première chose, il ne faut pas se laisser arrêter ou se laisser paralyser par l'incertain. C'est-à-dire que je ne savais pas quelle est la place de l'incertain de toutes sortes, l'incertain dans l'organisation du temps, l'incertain, on va dire, aussi face à mon enquête. Je n'ai pas des réponses, je ne trouve pas des réponses, je ne vois pas ces réponses arriver. En réalité, je ne fais que trouver des nouvelles questions. Et les questions que je me posais, en fait, elles sont tombées et j'ai des nouvelles questions. Cet exercice-là, quand on n'est pas préparé et qu'on ne sait pas qu'on va faire face à ça, il peut être très éprouvant. Il peut être très éprouvant, il peut être aussi difficile à vivre. Donc, je me dis aujourd'hui, après 3 ans de doctorat, qu'il ne faut pas désespérer et qu'il il faut pas perdre la sérénité face à l'incertain. Il ne faut pas se laisser paralyser. Et je pense qu'il faudrait prendre plus au sérieux la question du financement aussi, avant de rentrer dans une thèse. Pas pour des raisons financières seulement, mais aussi pour des raisons euh, de légitimité, pour des raisons aussi des facilités dans le quotidien. Et aussi, je pense que c'est important, c'est quelque chose. Alors, ça dépend aussi des laboratoires et des laboratoires qui gèrent mieux ça que d'autres. Il y a certains chercheurs qui parlent de constituer un réseau d'alliés, c'est-à-dire c'est faire un réseau d'amis, des collègues avec qui on partage, avec qui on discute, avec qui on se relie, avec qui on va partager les moments de notre thèse, que ce soit des moments difficiles, des moments intéressants, avec qui on puisse discuter de manière informelle des problèmes des méthodes, des problèmes de données, des problèmes aussi théoriques. Et je trouve que ça, c'est une dimension très importante que parfois on ne prend pas très au sérieux. Il y a des travaux sur la typologie des doctorants qui ne sont pas très intégrés au laboratoire et ça a une influence très très forte sur l'expérience doctorale. Quand on fait partie d'un réseau, quand on est un groupe d'alliés, des collègues avec qui on fait notre thèse, en général, ça se passe mieux. Rien qu'un d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue du vécu, ça se passe beaucoup mieux. Je suis un peu tombé sur cet écueil-là pendant le premier semestre, le premier 8 mois de mon doctorat. Je me suis dit, oh, ça y est, pour une fois, je peux être seul, je peux être tranquille, que moi, je n'ai pas de compte à rendre à personne, donc je vais profiter de la solitude du doctorat. Il faut faire attention à ne pas tomber sur cette solitude de manière durable. Et est-ce que tu pourrais nous partager un souvenir positif de ta thèse que tu as jusque-là et un souvenir un peu moins positif ou négatif que tu as eu de ton expérience de thèse? Il y en a plusieurs, mais il y en a un, c'est un peu une surprise. Quand j'ai commencé mon doctorat, c'était un peu un préjugé aussi et qui est peut-être partagé, c'était le fait de penser que les doctorants et les doctorantes étaient, comme on dit, des rats de laboratoire, des rats de bibliothèque. C'était des gens qui étaient renfermés, qui étaient, on va dire, éloignés de ce qu'on appelle la réalité ou la vraie vie. Ce genre des définitions de ce que c'est un doctorat, je ne sais pas si je les partageais totalement, mais j'étais un peu influencé par cette façon de voir les doctorats. Mais en faisant mes entretiens et en discutant avec beaucoup de doctorants et doctorantes, je me suis rendu compte que c'est plutôt rare. Et je suis plutôt tombé sur des doctorants et doctorantes, entre guillemets, très connectés de la réalité, qui sont au courant de tout ce qui se passe, qui sont au courant de plein de choses, qui ont des parcours très intéressants, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont pas, voyagé ou qui ont plein de projets. Ou, voilà. En tout cas, c'est des personnes qui ne ressemblent pas vraiment à la figure, à l'image du rat de laboratoire ou du rat des bibliothèques qu'on peut imaginer parfois quand on imagine ou quand on pense à un chercheur ou à un doctorant.
Et une expérience ou quelque chose de négatif, c'est un vécu personnel, mais c'était la gestion du temps. C'est-à-dire, moi, j'ai eu beaucoup de mal à passer de la vie structurée par le master et l'université quand on est en master, passer de ça à l'organisation temporelle du doctorat où, comme je l'avais déjà dit, cette organisation du temps est très différente. Et commencer aussi à sentir des décalages. Par exemple, pas tous mes amis aujourd'hui, j'ai 30 ans, donc mes amis qui ont la trentaine, soit ils ont déjà commencé à se marier, à avoir des enfants. Il y a certains qui ont déjà un travail depuis 4 ou 5 ans. Et donc, c'était assez difficile parfois de sentir les décalages de ma vie par rapport à la vie qu'ils menaient. C'est pas, j'avais une amie, elle travaille pour un cabinet. Du coup, elle, ses projets, les projets les plus longs qu'elle a dû faire, c'était un projet qu'elle a fait sur 4 mois. Et donc, face à ça, il y avait moi qui avait un projet à rendre dans 5 ans. Donc, ces décalages, parfois, il était un peu difficile à vivre. Et il a fallu une réflexion, mais aussi, c'était grâce aux entretiens et au fait de discuter avec plein de doctorants et doctorantes. Il y a un travail à faire sur ça, mais ce n'est pas non plus une raison pour souffrir. C'est plutôt intéressant aussi comme expérience. Est-ce que tu as déjà des idées de ce que tu voudrais faire après ta thèse? J'ai l'impression que là, on est dans une situation où il y a beaucoup de questions qu'on est en train de se poser, qu'il y a des bouleversements dans la façon dont la recherche est organisée en France, qu'à l'incertain qu'un nouveau docteur, un jeune docteur, il devait faire face quand il finissait sa thèse aujourd'hui, il y aura encore de nouvelles formes d'incertitude auxquelles on devra faire face. Donc, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que j'aurais envie de faire face à tant d'incertitudes dans l'avenir, mais en même temps, je me dis c'est dommage de me dire que pour des raisons qui relèvent de la façon dont l'organisation de l'emploi scientifique est organisée, je voudrais abandonner mes envies de faire de la recherche et passer plutôt, par exemple, dans le milieu du privé et travailler dans une boîte en tant que docteur. Mais même cette perspective-là, je la trouve aussi intéressante. Donc, mais est-ce que je voudrais faire ça et abandonner la recherche, on va dire, académique? Je ne sais pas encore. Mais la question se pose, étant donné tout ce qui se passe. Mais en plus, voilà, le fait que je suis étranger, que du coup, mon avenir, je ne sais pas de quoi il est fait, que je ne sais pas s'il va être en Colombie ou en Amérique latine ou il va être ailleurs. Je ne sais pas encore. Et pour terminer, est-ce que tu aurais des recommandations culturelles en lien avec ton sujet, donc que ce soit des livres, des films, des émissions? Il y a une bande dessinée qui m'a fait beaucoup rire et qui m'a beaucoup plu. C'était presque une première façon de faire face à mon questionnement, à ma problématique. C'est une bande dessinée de Tiffany Rivière qui s'appelle Carnet de thèse, qui est assez connue, mais que je le conseille vraiment. Mais bon, il rend compte aussi d'une doctorante donc, non financée dans une grande université parisienne qui n'est pas très intégrée au laboratoire dans lequel elle travaille. Donc voilà, c'est une façon, c'est l'une des réalités possibles de la façon dont on peut faire un doctorat, mais c'est une bonne entrée à l'expérience des doctorants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la thèse nuit gravement à la santé. Il aborde cette question, c'est un peu avec beaucoup d'humour. Sauf que c'est des manières beaucoup plus... il y a plus de récits qui est développé que dans l'ouvrage de Tiffany Rivière. Et il y a aussi pas mal de blogs sur l'expérience du doctorat et sur l'expérience doctorale qui sont intéressantes. Certains comptes sur Instagram ou sur Twitter qui sont très drôles, mais qui sont très révélateurs parce qu'ils synthétisent très bien l'expérience doctorale. Mais pour moi, en tant que chercheur de l'expérience doctorale, très révélateur. Merci à Juan d'avoir discuté avec nous au micro de Thésard et pour toutes ces recommandations culturelles dont la liste est disponible dans la description de cet épisode. Merci à Tilif, le générique est réalisé à partir de son morceau Shape 5. Et merci à vous d'avoir écouté Thésard jusqu'ici et n'oubliez pas de recommander l'épisode à celles et ceux que ça pourrait intéresser. Vous pouvez nous retrouver, partager avec nous vos remarques et vos questions sur Instagram et Twitter @thésard_es ou par email thésard.es@gmail.com. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et à très vite. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste.